Alors, je tiens à remercier tout d'abord les organisateurs de cette 33e édition des entretiens Jacques Cartier et plus particulièrement Monsieur Michel Younes ainsi que Ali Mousfa pour leur invitation. Alors, dans le cadre de la question de la radicalisation menant à la violence au nom de l'islam ou du nationalisme, donc approche et enjeux épistémologiques, méthodologiques et éthiques, mon intervention portera sur la médiation philosophique et plus particulièrement le cas d'Al-Farabi. Alors, en guise d'introduction, on peut dire tout d'abord que l'état actuel de nos connaissances permet d'affirmer qu'en tant que tel, les notions de radicalisation, de violence et de nationalisme ne sont pas théorisées dans l'œuvre conservée de Farabi, intellectuel et humaniste qui vécut entre 870 et 950 de notre ère, qui est connu notamment comme ayant été l'un des pères fondateurs de la philosophie politique en terre d'islam. Le constat est sensiblement le même pour l'islam, qui n'est pas non plus clairement examiné dans ses écrits, comme le suggère Philippe Vallat, traducteur et spécialiste francophone de l'auteur. Qu'est-ce qui légitime dès lors une réflexion sur la radicalisation menant à la violence au nom de l'islam ou du nationalisme à partir de l'œuvre philosophique de Farabi? Si l'on se penche en première instance sur la notion de radicalisation, elle apparaît fortement ancrée dans notre culture médiatique contemporaine, ce qui nous éloigne en un sens du faylassouf. Cette notion fait en outre l'objet d'une saturation qui invite à lui préférer le terme de radicalité au singulier ou au pluriel, ce qui nous invite à parler, dans ce cas, de radicalité avec un S. Quand elle est considérée au singulier, la radicalité s'assimile au terrorisme, au fanatisme, voire au refus de toute forme de régulation. Elle se conjugue en ce sens à la violence et peut participer à l'édification d'une idéologie religieuse, l'islam par exemple, au nom de l'islam, ou politique ou nationaliste, car les formes violentes d'action et d'expression collective sont considérées comme radicales. Si l'on s'appuie sur un échantillon de la littérature médiatique et notamment sur une étude menée par Caroline Guibel-Lafaille et Émile-Jacques Rapin sur des articles de presse du quotidien Le Monde entre 1930 et 2015, il apparaît que l'association de la radicalité à l'islam est tardive. Elle remonte notamment à la plume de Bachir Guéhamel en 1979. Cette tendance est cristallisée ensuite dans la littérature scientifique à l'exemple de l'ouvrage de Bruno Etienne intitulé L'islam radical de 1989. Cette interprétation de la radicalité permet d'envisager la radicalisation comme un processus abstrait à mi-chemin entre le religieux et le politique. Ce processus engage l'individu dans son rapport à une communauté donnée dont il fait partie et à partir de laquelle il devient autre, ce qui implique et nécessite l'idée d'une transformation que d'aucuns ont envisagée par exemple comme une conversion. Toutefois, si l'on s'intéresse à l'histoire de la philosophie et plus particulièrement au statut de la cité dans la sagesse antique, il apparaît clairement qu'elle est le terrain d'un processus de développement et de transformation de l'individu, métanoïa, qui débouche idéalement sur l'obtention du bonheur ultime et dans le cas opposé à l'obtention du malheur, voire à la disparition dès cette vie dans une forme d'inframonde. C'est pour le moins ce que l'on observe dans le corpus politique de l'œuvre de Farabi, qui réfléchit à la suite des philosophes grecs, Platon et Aristote, et tardo-antiques, Philon le Juif ou Philon d'Alexandrie, et saint Augustin, aux conditions d'obtention du bonheur dans la vie présente et future. En amont, et c'est là un point original dans la pensée politique du philosophe, on trouve une réflexion sur la nature et la fonction de la religion dans la cité qui peut amener à repenser le concept de radicalisation et les notions connexes de violence et de nationalisme. En tant que discipline à part entière, la philosophie peut envisager l'édification d'une doctrine philosophique comme un geste radical. Cette perspective matérialise assez bien la trajectoire philosophico-politique de Farabi et permet de prendre conscience de l'existence d'un pont immatériel entre son époque et la nôtre. Spectateur d'une crise politique sans précédent dans l'Empire abbasside et témoin d'une révolte théorique émanant du médecin et philosophe El-Razi qui visait à discréditer l'existence de la vie en société et son articulation avec toute forme de religion, Farabi veut montrer en quel sens la vie en société est bonne et vertueuse pour l'homme.
C'est donc notamment pour pallier à la critique sociale sulfureuse d'Al-Razi qu'il conçoit un modèle de société idéale et de religiosité afférente, susceptible tant de préserver la politique que l'âme humaine. Comment Farabi parvient-il à articuler la philosophie et la religion? Comment caractériser son approche du politique et que peut-elle nous apporter comme éclairage pour un questionnement sur la radicalisation menant à la violence au nom de l'islam ou du nationalisme? Et en quel sens son affrontement avec le géant Al-Razi est-il source d'enseignement pour nous aujourd'hui? En un mot, en quoi le cas de Farabi est-il pertinent pour traiter la question de la radicalisation et ses manifestations violentes de nature religieuse ou idéologique? J'en viens à la première partie donc, de mon intervention sur l'articulation entre la philosophie et la religion selon Farabi, la religion comme imitation de la philosophie. Pour examiner ce premier point, il faut se placer dans une perspective philosophique. En effet, les termes philosophie et religion n'ont pas la même signification pour nous aujourd'hui que pour Farabi, qui a développé son propre langage et son propre regard sur le monde. Ainsi, l'examen des écrits du philosophe indique que la philosophie désigne soit une tradition ancienne qui se limite à Platon et à Aristote seulement, que l'on nomme falsafa, soit à une sagesse immémoriale nommée en arabe hikma et ayant présenté des manifestations historiques dans différentes civilisations et nations avant et après la civilisation grecque. On dit que cette science, la sagesse philosophique, affirme Farabi, a existé dans l'Antiquité chez les Chaldéens, qui sont le peuple de l'Irak, puis qu'elle est parvenue au peuple d'Égypte, d'où elle fut transmise aux Grecs, où elle demeura jusqu'à ce qu'elle fût transmise aux Syriens et ensuite aux Arabes. En ce sens, la sagesse n'est pas l'apanage d'un seul peuple, mais fait bien l'objet d'une manifestation cyclique et périodique dans l'histoire événementielle. À l'époque durant laquelle s'exprime Farabi, la sagesse est parvenue aux Arabes, qui est le peuple qui l'a reçue en quelque sorte en dernier après les Grecs. Cette réception se matérialise par des écrits et des idées. En effet, tout ce que contient cette science, assure Farabi, a été exposé dans la langue grecque, puis en syriaque et enfin en arabe. D'autre part, le but de cette science consiste en le bonheur suprême et la perfection ultime que l'homme puisse atteindre. Dans l'esprit de Farabi, le bonheur est une réalité métaphysique doublée d'une forme de contemplation spirituelle. Cette idée trouve une représentation dans le livre 10 de l'Éthique à Nicomachie d'Aristote ou à la fin du Timée de Platon. Quant à la perfection que l'homme est susceptible d'atteindre, elle se traduit comme la conséquence immédiate et instantanée de son état de béatitude et se produit au moment où la partie intellective de l'âme se sépare du corps auquel elle est attachée. Cette interprétation du bonheur suprême et de la perfection ultime de l'homme n'est pas spécifique à Farabi, car on la retrouve sous d'autres formes chez ses prédécesseurs, ainsi que chez ses contemporains, à l'exemple d'Al-Razi, dont il sera question plus loin. On peut remarquer néanmoins que l'obtention du bonheur et la perfection ultime ne sont pas accessibles seuls pour Farabi. Ils nécessitent la médiation de la cité, ce qui est un aspect tout à fait central dans sa théorie politique. Or, et c'est là un second point à souligner, l'obtention du bonheur et la perfection de l'homme nécessitent une seconde médiation à travers la religion et son articulation avec la philosophie. Nommée par Farabi Milla, la religion trouve également ses origines dans l'histoire événementielle. Celle-ci matérialise notre rapport à la connaissance et plus particulièrement à la façon dont l'âme humaine peut concevoir les réalités intelligibles à travers des copies fidèles dont on trouve une représentation adéquate grâce à l'imagination ou à la sensation. Quand on accède directement à la connaissance des intelligibles, on a affaire à la philosophie. Si leur accession nécessite en revanche une médiation spéculative, voire politique, notamment par le prisme de la persuasion d'où naît l'assentiment, alors on a affaire à une religion. C'est ainsi que les anciens définissaient la religion selon Farabi, à savoir comme une représentation fidèle ou imitation de la philosophie. Pour cette raison, on la nommait philosophie populaire, philosophie généralement acceptée ou encore philosophie extérieure. Cette définition ancienne de la religion comme imitation de la philosophie permit à Farabi d'orienter ses écrits dans différentes directions.
Sur le plan épistémologique, tout d'abord, il tente d'intégrer la religion à la théorie de la connaissance. Certains de ces concepts vont se hisser au rang de la connaissance intellectuelle la plus aboutie, qui est celle du sage philosophe. Farabi légitime ainsi des réflexions originales et inédites dans la philosophie arabe sur la prophétie, la révélation et sur l'imama. On ne peut pour autant taxer Farabi d'une forme d'idéalisme ou de spiritualisme outrancier, car il se penche également sur la question de la tradition et intègre à son enquête sur la détermination du gouvernant idéal de la cité l'hypothèse de l'existence d'un roi traditionnel dont la gouvernance s'inscrirait dans le sillage du premier chef idéal et de ses successeurs vertueux qui comptent parmi les sages imams philosophes. On peut remarquer à cet égard que pour Farabi, la prophétie et la révélation se rapportent à la faculté imaginative de l'âme humaine et traduisent l'état dans lequel elle parvient à sa perfection ultime. Cet état est concomitant à un premier qui lui est supérieur et qui correspond à la puissance intellective. Quand elle parvient à sa perfection dernière, alors l'âme accède à la connaissance ultime des intelligibles et l'individu dans cet état peut être considéré comme un sage philosophe intelligent du divin et conscient des événements présents et futurs. Cet état conduit l'individu dans une béatitude immédiate, mais seule une partie isolée d'individus sélectionnés au préalable à partir d'une nature primordiale ou originelle nommée fitra vont être en capacité d'assurer la gouvernance de la cité et de produire pour elle des copies fidèles de la connaissance ultime que recèle la philosophie, c'est-à-dire une religion. De tels êtres sont des sages philosophes ou, ce qui revient au même, des princes idéaux ou imams vertueux de la cité. Par leur faculté intellective, ces derniers sont en capacité d'œuvrer au salut de leurs concitoyens. Par leurs aptitudes imaginales, ils accèdent au mystère de la révélation et de la prophétie et participent à l'édification d'une religion vertueuse, mais à l'image de la philosophie. Ces idées ont fait couler beaucoup d'encre et ont poussé notamment les chercheurs à se demander si Farabi n'était pas un adepte de l'ismaélisme ou à défaut un disciple caché des frères de la pureté, Ikhwan Safa. Cette spéculation marginale ne doit pas nous faire perdre de vue cependant l'entreprise centrale dans la philosophie de Farabi et dans celle de ses prédécesseurs, de ses contemporains et de ses successeurs parmi les philosophes, à savoir la rationalisation des données religieuses. Loin du débat sur la concordance entre la religion et la révélation, qui est en quelque sorte la Madeleine de Proust de la philosophie médiévale, Farabi a travaillé dans une optique épistémologique nouvelle et inédite dans la culture arabe, en tentant de donner et ou de trouver un fondement rationnel à des notions ou à des fonctions centrales ou en vogue à son époque. Comme nous l'avons suggéré, Al-Razi rejette la prophétie et la révélation. Or, il apparaît évident, à l'aune de ce qui vient d'être dit, que sa conception de ces deux notions se distingue de celle envisagée par Farabi. Il en est de même pour l'imama. En mettant entre parenthèses la question de l'obédience de Farabi au chiisme, il apparaît clairement que l'imam farabien n'est en aucun point commun avec les imams rejetés par Al-Razi, car pour lui, l'imama est asservissant et dangereux pour l'homme, à l'exception de celui initié par Socrate. Ce point est central car il inspire un terrain d'entente entre Farabi et Al-Razi. Ce terrain n'est autre que la philosophie et l'idée selon laquelle celle-ci est l'unique source de salut pour l'individu. Pour Farabi, la philosophie débouche sur un salut collectif et donc politique à travers la cité et la religion vertueuse. Pour Al-Razi, le salut se gagne à partir de la philosophie en tant que capacité attribuée à tout individu. Le salut s'obtient à partir d'une médiation éthique, personnelle et intérieure en adéquation avec l'enseignement socratique. Socrate disait en effet « Connais-toi toi-même » ou encore « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Autrement dit, pour Al-Razi, l'homme est libre d'accéder par lui-même à l'obtention du salut et cette liberté lui est permise par les capacités et les dispositions de son âme. On comprend donc que la rationalisation des données religieuses a permis à Farabi et à ses contemporains d'initier au moins deux voies pour penser la philosophie et la religion, à savoir la politique d'une part et l'éthique d'autre part. Mais reste alors à déterminer la seconde orientation à partir de laquelle Farabi a orienté sa réflexion sur le rapport entre la philosophie et la religion.
Alors, j'en viens au traitement de ma deuxième partie qui porte donc sur la rationalisation des données religieuses et qui pose la question de savoir dans quelle mesure Farabi passe de ce processus à l'établissement d'un véritable système de la religion. Je me baserai pour cette partie principalement, mais pas seulement, sur l'étude de la deuxième partie du livre des lettres d'Al-Farabi. Alors, la seconde orientation de Farabi vis-à-vis de la médiation qu'il envisage entre la philosophie et la religion prend part à une entreprise de refondation de la sagesse humaine et à son intégration au centre de la cité. Pour la cerner, il faut avoir au moins deux sources ou projets de Farabi en perspective. D'une part, l'important travail mené par le philosophe sur l'origine du langage. D'autre part, son projet politique tel qu'il se matérialise dans son œuvre conservée. Alors, quand je pense ici à l'œuvre conservée d'Al-Farabi, je pense notamment à des écrits tels que les principes des opinions des habitants de la cité vertueuse, le traité du régime politique ou encore le livre de la religion ou Kitab el-Milal. Considéré comme un commentaire des traités métaphysiques d'Aristote, le livre des lettres, Kitab al-Huruf, de Farabi, matérialise en sa deuxième partie, une réflexion sur l'origine de la langue, de la philosophie et de la religion dans les cités et les nations. Cette étude prolonge en quelque sorte et reformule sa réflexion sur l'origine de la sagesse telle qu'elle a été évoquée plus haut et s'intéresse notamment à la genèse de la transmission de la philosophie aux Arabes. Si l'on se situe dans une perspective généalogique chère à Farabi et rattachée notamment à la question de la nature originelle des choses, ou fitra, il apparaît que l'apparition de la philosophie est première vis-à-vis de la religion. Si en revanche, on s'inscrit dans une perspective événementielle, l'apparition de la philosophie se révèle secondaire ou postérieure à celle de la religion, ce qui implique que dans le monde arabe, la religion s'est diffusée avant la philosophie, mais après le langage, auquel elles sont toutes deux associées, le langage étant à l'origine de toute expression et de toute communication possible entre les hommes. Ainsi, Farabi affirme que dans le monde arabe, la transmission de la philosophie est postérieure à l'apparition de la religion. Il s'autorise néanmoins une distanciation critique vis-à-vis de ce constat historique, arguant que du point de vue de la nature originelle primordiale, fitra, la philosophie est antérieure à la religion. Grâce à cette position, Farabi légitime non seulement la philosophie, mais suppose encore qu'il n'est ni utile ni nécessaire de suivre la religion d'une façon aveugle et irrationnelle. Cette idée pourrait constituer une réponse efficace au scepticisme d'Al-Razi. Il permet également de légitimer l'existence de la philosophie et de la religion dans la civilisation arabe. Pour Farabi, l'enjeu est de taille et crucial pour la paix et la concorde dans la société. Tout d'abord, et en s'appuyant sur la définition ancienne de la religion comme imitation de la philosophie, le sage va pouvoir échafauder un véritable système religieux et intégrer à la philosophie des notions nouvelles et spécifiques à la culture arabe, telles que la jurisprudence ou fiqh ou la théologie spéculative, ilm al-kalam. Il va pouvoir également relier les dimensions ésotériques et exotériques de la cité. En tant qu'imitation de la philosophie, la religion propose une copie fidèle de la philosophie. Elle véhicule donc une représentation des intelligibles dont la nature est métaphysique et se rapporte notamment à ce qui concerne l'être premier. Alors quand je parle ici de l'être premier, c'est l'être premier avec un grand E, c'est l'équivalent notamment dans la philosophie d'Aristote du premier moteur non nu, qui n'est pas identifié à ce que nous pourrions nommer dans un contexte traditionnel Dieu, mais un premier être. Les êtres seconds, donc il s'agit là des intelligibles avec un grand I, pour Farabi, ils sont au nombre de 10 et comprennent notamment l'intellect agent que les philosophes de l'ère médiévale nommaient le dator formarum. Ces réalités métaphysiques portent également donc, sur la fin de la vie présente et de la vie future, le bonheur et la perfection de l'homme. Ce caractère secondaire de la religion vis-à-vis de la philosophie permet d'un autre côté à Farabi d'édifier les principes politiques de la cité et de lui donner une définition politique. Elle se propose dans une perspective qui comprend des opinions et des actions formulées par le premier chef de la cité, qui est également son législateur et son nomothète.
La religion se double de deux instances qui sont donc la jurisprudence et la théologie spéculative et qui en constituent des imitations. Grâce à la logique, que l'on nomme ilm al-mantiq, et notamment à une interprétation de l'organon long d'Aristote, Farabi intègre la rhétorique et la poétique à l'usage de la jurisprudence et de la théologie spéculative. Ainsi, dans la Cité vertueuse, on trouve un véritable système de la religion pour lequel la philosophie occupe la première place, après quoi on retrouve la religion, la jurisprudence et la théologie spéculative. Vous retrouverez l'ensemble de ces éléments, notamment dans le livre de la recension des sciences, Kitab Ihsal al-Ulum, 5e partie. Ce système de la religion est conçu pour parer à différentes menaces à l'équilibre de la société. Parmi ces dernières, on dénombre la fausse philosophie, ou philosophie erronée, ou encore la corruption de la religion, laquelle produit une corruption de la société et des sciences religieuses. Il s'agit donc de la jurisprudence et de la théologie spéculative. Ces critiques, vous les retrouvez dans différents textes, donc le livre des lettres, dont on s'occupe dans cette partie, et un livre qui n'a pas été précisé durant la première partie de mon intervention, intitulé De l'obtention du bonheur. Donc, Farabi traite ainsi successivement ces questions dans la deuxième partie du livre des lettres et souhaite par ce biais sauver la philosophie, ou pour le moins la philosophie qu'il considère comme authentique et qui nous a été transmise par Platon et par Aristote seulement. Il n'est donc ni le défenseur aveugle de la philosophie qui ose critiquer, ni non plus l'adepte d'une suprématie de la religion. Avec distance et recul, il tente, selon les objectifs et les outils de son époque, de poser un regard critique sur le monde, susceptible de promettre, au moins par la raison, l'obtention du salut dans cette vie et dans une autre vie située après la mort. Cet horizon constitue la finalité majeure de son projet politique et exprime le mieux tant son opposition à l'éthique de Razi que son espérance envers l'amélioration du genre humain, ici-bas et par-delà son existence terrestre. Donc, j'en viens au traitement de ma troisième partie sur les trajectoires et là où les destinées des hommes dans la cité vertueuse. Et nous poserons notamment la question de savoir dans quelle mesure la religion peut constituer une source d'espérance et d'amélioration pour le genre humain. En fait, il est impossible pour Farabi de sauver la société sans la médiation de la philosophie. Sans elle, affirme-t-il, la société est vouée à sa ruine. Alors, vous trouverez cette idée stricto sensu, littéralement, dans le livre des principes des opinions des habitants de la cité vertueuse. Sur ce terrain, le philosophe s'accorde avec Al-Razi, mais les méthodologies et les trajectoires des deux sages sont divergentes. Pour Al-Razi, il est possible d'accéder au bonheur suprême par le développement d'une éthique personnelle, développée notamment dans le livre de la médecine spirituelle, Kitab et-Tib al-Ruhani, donc livre qui est traduit et publié notamment par Rémi Brague. Celle-ci édifie l'âme humaine et lui fournit des commandements et ou des ordonnances à partir desquelles il convient d'éduquer les facultés de l'âme et de les harmoniser avec la vertu, le but étant de parvenir à une élévation de l'intellect et à sa gouvernance des autres parties de l'âme. Or, c'est au même résultat que souhaite parvenir Farabi en réhabilitant la politique. Pour lui, l'éthique platonicienne ne saurait constituer une fin en soi. Elle ne représente qu'une voie possible d'acheminement au salut, mais doit pour ce faire être complétée de l'enseignement d'Aristote conformément à ce qui a été évoqué. Alors, si juste on se réfère à ce qui a été évoqué précédemment, pour ce qui concerne le système de la religion, nous avons vu que Farabi intègre la rhétorique, notamment, et la poétique, qui font partie, donc, pour les Arabes, de l'organon aristotélicien, en sa version, bien sûr, que nous appelons aujourd'hui version longue. La politique entretient par ailleurs une relation d'isonomie, ou ce qui revient au même de ressemblance, avec l'ordre cosmique, donc le monde, et spirituel, l'âme humaine, ce qui revient à supposer que pour sa gouvernance de la cité, l'homme peut aussi bien prendre exemple sur la marche de l'âme humaine que sur celle de l'univers. En ce sens, la politique n'est pas réservée au seul domaine civil et social, elle contient en puissance tout le système de l'univers,
ou encore tout le système philosophique de Farabi et les moyens de parvenir à l'obtention du bonheur dans cette vie et dans une autre vie située après la mort. Toutefois, et c'est là une subtilité spécifique à la pensée de Farabi, il n'est pas tant question pour lui de réfléchir au salut qu'aux conditions de plénitude de l'existence terrestre. Alors, je m'arrête juste un petit instant sur cette question-là. On a souvent reproché aux philosophes comme El-Farabi et son successeur Avicenne, on les a taxés de spiritualisme, c'est-à-dire qu'ils se seraient uniquement intéressés au devenir de l'âme humaine et finalement à la subsistance de l'intellect après la mort. Ce qui est intéressant finalement ici, c'est de considérer, comme nous allons voir, que Farabi a essayé de penser l'existence humaine hic et nunc sans finalement s'en détourner, parce que l'âme, du coup, reste attachée au corps tant que l'être est vivant. Donc, comme cela a été évoqué, il est possible d'accéder pour lui à la vie future dès cette vie, au moment où l'individu atteint sa fin dernière. Un tel état étant l'apanage du roi philosophe vertueux, sage imam et prophète intelligent du divin. Par contraste, Farabi envisage également ce qui ne semble pas avoir été le cas d'Al-Razi, du moins à la lumière de notre connaissance de son œuvre conservée, la possibilité pour l'homme de déchoir de sa dignité ontologique dès cette vie. Cette idée est esquissée dans son commentaire du Phédon de Platon, qui figure dans son analyse de la philosophie de Platon, où il développe l'idée selon laquelle vivre sans tenir compte de l'intellect est contraire à la condition humaine et fait déchoir l'individu dans une condition bestiale. Mourir est alors préférable à la vie n'étant dans ce contexte qu'une vie végétative, ni heureuse ni malheureuse, parce que néantisée. L'hypothèse que nous avons proposée, que nous proposons aujourd'hui de cette vision, consistait à considérer Farabi comme ayant fait sienne une idée qui avait cours dans le corpus des pères de l'Église, notamment Lactance, selon laquelle la résurrection n'est pas automatique, mais se mérite. Or, s'il est possible de déchoir de sa condition humaine dès cette vie, on peut imaginer que dans l'esprit de Farabi, au moins 3 trajectoires sont accessibles dans la cité. Une première individuelle, selon laquelle l'individu parvient au salut dès cette vie grâce à sa nature originelle spéciale, fitra, ce qui est réservé à une poignée d'élus parmi les philosophes imams. Une deuxième trajectoire de nature collective, à travers laquelle les hommes accèdent à l'obtention du bonheur dans la cité vertueuse par la médiation du philosophe et grâce à la religion en qualité de philosophie populaire ou philosophie externe. La troisième voie est mixte, et donc à la fois individuelle et collective, et regroupe soit les individus qui s'égarent dans les méandres du non-être en cette vie, soit les habitants des cités non vertueuses. Dans la première catégorie, on retrouve les individus qui s'animalisent dès cette vie en mettant de côté l'usage de leur intelligence. Alors, si vous ne comprenez pas cette question d'animalisation, il faut simplement penser au fait que l'homme donc dispose, selon les classifications de catégories de l'âme aristotéliciennes, de plusieurs capacités ou facultés, donc la faculté végétative, la faculté sensible et la faculté intellective. Si on descend finalement sur le plan ontologique et qu'on n'utilise pas son intellect pour Al-Farabi, on en reste au niveau de la sensation, voire même plus bas, donc, au niveau de la faculté végétative, c'est-à-dire que l'individu ne répond qu'à ses besoins les plus essentiels, comme par exemple manger ou se reproduire. On retrouve également, donc, dans cette catégorie mixte, les faux philosophes et les pseudo-théologiens qui contribuent à égarer les habitants des cités. On retrouve aussi ceux qui aspirent volontairement à l'obtention d'un bonheur apparent, mais dont la volonté est acceptée collectivement, ou ceux encore qui égarent les âmes humaines des habitants des cités en leur promettant un bonheur sans qu'il le soit véritablement. Donc, toutes ces questions sur le bonheur apparent sont traitées dans le traité de l'obtention du bonheur d'Al-Farabi. Pour finir, cette catégorie hybride d'individus regroupe tous ceux qui se détournent de la philosophie authentique et de la religion vertueuse, ce qui les mène donc soit à une néantisation dès cette vie, soit dans un cas plus positif mais tout aussi dangereux pour l'âme humaine,
à l'obtention du malheur après la mort. Cette conception de l'existence sur Terre et de sa finalité hic et nunc, ou après la vie, peut donner à réfléchir. Elle donne à repenser notre rapport au monde, à la philosophie et à la religion. Elle ouvre des perspectives nouvelles sur notre rapport au religieux, étant, comme l'a souhaité Farabi, à distinguer une religion divine d'une religion humaine. En son aspect divin, la religion nous échappe en fait et fait l'objet d'une spiritualité transcendantale, accessible uniquement par l'abstraction et des compétences spéciales qui regroupent un nombre restreint d'individus qui sont les sages. En son aspect humain, la religion se révèle comme une création humaine. Sa réalité est dans ce contexte symbolique et accessible à la connaissance humaine à travers des images et des représentations populaires. Farabi nous invite donc à nous détacher de notre rapport au sacré et à en révéler la part d'humanité, comme si au final le divin n'était que le reflet le plus équivalent et exact de la nature humaine. La religion ne serait qu'une quête de la part de sacralité en l'homme, laquelle finirait à terme par lui révéler sa propre sacralité. Il apparaît difficile et en même temps possible de porter un regard sur la radicalisation menant à la violence au nom de l'islam ou du nationalisme. Si, à l'instar d'Al-Razi, on peut aisément reconnaître que la radicalisation et la violence étaient largement diffusées dans la société de son époque, celle qui relevait de l'islam, notamment à travers des groupuscules d'obédience chiite, ou du nationalisme, se rapporte en fait davantage à des revendications politiques et sociales qu'à des intentions sacrées ou spirituelles. Dans ce contexte, la religion est comparable à ce qu'en dit Marx, c'est-à-dire un opium pour le peuple. Son usage est politique et non éthique. Tel est le danger majeur du radicalisme islamiste dans nos sociétés contemporaines. L'islam est comme vidé de sa substance et mobilisé comme une idéologie dont les fins sont contraires aux lois les plus essentielles de l'humanité. Elle s'oppose sensiblement à la spiritualité coranique qui invite au respect de la vie humaine et à la fraternité entre les âmes. L'enjeu est donc tactique et non social. L'idée de diviser la société au nom d'idéaux belliqueux, contraires à toute logique et articuler une forme de nihilisme incandescent. Relire Farabi et ses contemporains, à l'instar du sage Al-Razi, semble donc crucial pour prendre de la hauteur vis-à-vis d'un tel négationnisme. Ces textes débordent d'humanisme et d'espérance pour les générations à venir. Il nous appartient donc de nous en emparer et de les partager notamment avec la jeunesse, qui est la population la plus sensible au radicalisme islamiste et au nationalisme ambiant. Alors, pour conclure notre intervention, on peut dire ceci. Alors, en quoi le cas de Farabi est-il pertinent pour traiter le sujet qui nous intéresse aujourd'hui? L'examen de la philosophie politique de Farabi est riche de perspectives humanistes et originales sur la religion et son rapport à la sagesse. Le penseur développe un véritable esprit critique sur la religion, lequel est inédit à son époque et utile pour les chercheurs de vérité que nous sommes aujourd'hui. Le corpus farabien peut en ce sens nourrir des perspectives de recherche pertinentes tant pour comprendre le problème de la radicalisation que celui du passage à la violence au nom de l'islam ou du nationalisme. Il pourrait également véhiculer un message d'espoir auprès des générations présentes et futures et montrer en l'occurrence que le phénomène de radicalisation dont nous sommes les témoins peut être envisagé comme la résurgence de conflits antérieurs. Je vous remercie pour votre attention.